Les gens me disent, mais alors, mais si c'est si beau son agence et si c'est parfait et qu'il y a de la marge, mais pourquoi il vend? Il se fait que ça s'est pas fait avec la partie internationale et du coup j'ai reçu la LEI du deuxième acheteur et qui est du coup l'acheteur final sur lequel le feeling depuis le premier jour s'est hyper bien passé. On a trouvé un équilibre où pour le futur ça allait être comme ça. Il est chez lui, il fait ce qu'il veut, mais moi je suis à côté quand même. J'ai pas mon mot à dire entre guillemets dans l'opérationnel, mais je reste à proximité. Demain, moi la vision que j'ai c'est le gars il me rachète, c'est cool, mais par contre il me rachète, faut qu'il gagne de l'argent derrière. Salut Corentin, t'es le fondateur de Praxitel. Et tout à fait. Fondateur, plus CEO du coup, parce que aujourd'hui on est là pour parler de l'agence que tu as vendue. Donc officiellement, t'es le premier. Ça, ça y est, ça y est, Ça y une est, nouvelle vie. une nouvelle vie pour toi, une fierté pour nous, que ce soit toi. C'est toujours été hyper agréable de bosser avec toi. Qui aurait cru? Dossier qu'on a commencé en mai. Donc là, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, finalement du process, de la réalité de qu'est-ce que c'est de vendre une agence, avec plein de choses qu'on a apprises ensemble, des choses qui sont bien passées, des choses où on a pris des notes, tu vois, juste avant, sur comment on peut améliorer, comment nous on peut continuer dans cette mission d'aider les gens à vendre leur boîte, surtout des boîtes qui sont d'une taille où en fait aujourd'hui c'est quasiment invendable parce que les cabinets M&A ne veulent pas les prendre. Et aussi, on est sur des plus petites boîtes. euh, Comment on fait un process un peu moderne, un peu digital, qui a un timing qui serait plus raisonnable par rapport à la taille de boîte dont on parle. Donc ça va être les sujets du jour. Écoute, pour commencer, il faudrait que tu nous parles de nous. C'est quoi Praxitel et qui es-tu toi, Corentin? Comment t'es arrivé dans cette aventure? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Et bah du coup, Corentin, j'ai 30 ans, je suis tombé dans le SEO au début de ma vingtaine. Je suis entrepreneur un peu depuis toujours et j'avais un business lié à la prestidigitation et je faisais des spectacles et je vendais des choses liées à la magie et j'avais besoin d'être bien référencé sur Internet et c'est comme ça que je suis tombé dans le SEO. Puis après, j'ai compris que je pouvais ouvrir un petit peu ça, que je pouvais gérer mes propres sites, au départ toujours dans la magie, puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de limite dans l'édition et je me suis retrouvé à gérer pas mal de sites 100% SEO et commencer à les monétiser. Et à un moment, je me suis rendu compte aussi que ces compétences, je pouvais le faire pour moi avec de l'édition, mais je peux aussi commencer à créer une agence afin de pouvoir faire monnayer ces services. Et j'ai regardé un petit peu le marché du SEO, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui était redondant, quelles valeurs je pouvais trouver. Et j'ai trouvé trois aspects. Le premier, c'est automatiser une grande partie. Donc c'est comme ça que j'ai créé un SaaS qui crée en automatique des sites internet, qui crée en automatique des liens et qui crée en automatique la gestion des PBN pour le netlinking. Donc ça, c'est la première chose que j'ai créée. Ouais, je rentre tout de suite dans du technique. Ouais, c'est ce que j'allais dire là. Ça y est, faut parler SEO, sinon c'est du chinois. Ça vaut très bien. C'est ça, c'est le seul moment où je vais parler, mais en gros, c'est tout ce qui est l'aspect technique pur et dur du SEO, donc un SaaS qui automatise tout ça. Et l'autre partie, c'est comment tu te différencies de toutes les agences. Et bah, toutes les agences commencent vendent d'une croissance globale. Moi, ce que je vendais, c'était de la visibilité, où je garantissais des positions, je garantissais de la visibilité sur des tout petits mots-clés. Il faut savoir que plus le mot-clé est généraliste, moins la conversion est élevée. Plus le mot-clé est petit, plus la conversion est élevée. Et donc, du coup, j'ai voulu axer globalement Praxitel sur ça. Une partie automatisation au max et se focaliser sur ce qui va rapporter de l'argent au client. Et c'est comme ça que Praxitel est né. Ok, moi ce que je trouvais quand on faisait le dossier vraiment très, très très smart, c'est que tu t'es dit euh, comment donner de la visibilité, de la prédictibilité à la fois au client pour savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, combien ça va coûter. Donc, tu as créé un peu cette espèce de. Et tu t'es tout de suite dit, si je vais faire ça sur des mots-clés très compétitifs, euh, ça va pas forcément marcher. Et je trouve que c'est beau de dire, je mets mon ego de côté, entre guillemets. Je vais pas vendre être numéro un sur bijouterie, mais c'est plombier à Limoges, par exemple. J'imagine que c'est des mots-clés qui pourraient rentrer. Et toi, tu as un petit peu modélisé ça, de dire, OK, bah, pour être numéro un sur plombier à Limoges, je sais que toi, donc tu parlais de netlinking et PBN, si on explique un peu, le SEO, pour monter sur Google, il faut améliorer la technique du site, améliorer le contenu du site et aussi ce qui marche encore, et tout le monde est d'accord sur ça dans le SEO, même s'il y a plein de débats sur plein de choses, c'est le fait que Google valorise encore le fait qu'il y ait des liens d'autres sites qui pointent vers ton site.
Donc le netlinking, c'est aller chercher ces liens. Soit tu le fais naturellement, soit du coup tu fais un PBN où tu vas construire des sites qui, eux, vont pointer sur ce site. Je l'explique bien, d'accord? J'ai pas dit C'est de bêtises. parfait. C'est parfait. Toi, quand même, tu étais un expert avec ton réseau de sites à te rendre compte que le netlinking marche et marche encore quand tu sais le faire. Tu as vraiment cette expertise dessus et tu as réussi à quasiment s'assiser le fait de je veux monter sur tel mot-clé. Toi, ton devis il était hyper précis de dire ça va te coûter 500 euros par mois. Et là où c'est incroyable, tu as réussi à faire un peu ce qu'on appelle les offres irrésistibles à la Alex Hormozy, où tu garantis un résultat. Et c'est vrai qu'en SEO, même moi à l'époque quand j'avais mon agence, la réalité c'est que tu dis ouais ça va prendre du temps et c'est normal et faites-moi confiance. Et t'as pas vraiment de manière de vérifier et c'est quand même vachement mieux quand c'est vendu comme ça. Mais c'est exactement ça, et c'était justement à ces questions et à ces besoins et à ces problèmes que je voulais répondre. En fait, pourquoi se concentrer sur un mot-clé qui va demander énormément d'énergie de la part de l'agence, de la part du client d'un point de vue financier, pour peut-être, s'il n'y a pas d'image Google au milieu et s'il n'y a pas tout ça, des résultats dans un an ou un an et demi, pourquoi pas voir plus petit, diminuer quand même les prix, mais augmenter drastiquement la marge et aller sélectionner, nous c'est ce qu'on appelle des champs sémantiques, c'est en gros un mot-clé, c'est les longues traînes qui correspondent à ce mot-clé, et aller se positionner sur celle-là où on sait qu'en 3 mois, 6 mois, 9 mois, après, c'est pas une science exacte non plus, mais je sais qu'on va pouvoir aller se positionner en top 3 ou top 5. Je sais que ça va pouvoir ramener des vrais clics et des vrais clients à mon client et tout le monde est content. Et c'est quand même effortless et c'est quand même ultra Pareto de se concentrer uniquement sur ce qui marche. Moi, je sais que je vais avoir une belle marge derrière. Le client est content, ça va lui rapporter du business. Tout le monde est content. Et c'est un peu ça que j'ai voulu mettre en avant. Ok, donc toi là aussi où ton agence a été, enfin, et toujours, c'est juste plus la tienne, mais assez révolutionnaire entre guillemets, c'est que tu étais vraiment bon pour déléguer à des robots, Ouais. processiser et avoir des petits robots qui travaillent pour toi. Déjà, donc tu nous as parlé de donc création un petit peu de ton PBN, etc. Ça, c'est vraiment pour délivrer le service à un client à qui tu as vendu une presta. Mais avant ça, tu avais du coup quand même quelque chose que peu d'agences, une fois de plus, arrivent à faire. C'est un petit peu un système d'acquisition qui marche, qui tourne, qui est prédictible. Tu peux nous parler un petit peu de comment tu trouvais tes clients? Ouais, alors je vais même revenir un petit peu sur ce que tu as dit juste avant, sur la partie automatisation. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le SEO, pour des petits mots-clés, ça reste basique et c'est globalement le SEO, c'est un contenu joli, des liens qui arrivent dessus pour des petits mots-clés et en 6 mois, tu es en top 3. Tu parlais de plombier Limoges. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un site hyper bien fait et ensuite, il faut quelques liens. Et bien, comment on fait? On crée un robot qui va créer le site exactement selon les procédures qu'on veut. Praxitel peut le faire, enfin le SaaS de Praxitel le fait. Derrière, il faut des liens. Et bah, au lieu de vendre plombier Limoges, on regarde les villes qui sont autour, on récupère plombier et toutes les villes qui sont autour, on fait un PBN de 20. Petit à petit, dans l'année, on automatise les liens de chaque plombier autour de Limoges jusqu'à plombier Limoges. Et voilà comment en 6 mois, bah, tu sais que tu es en top 3 quoi, sans problème. Ok. Donc ça, c'était pour revenir sur la partie automatisation. Ensuite, sur la partie acquisition client, globalement, c'est des techniques de growth. Je ne suis pas un très très bon commercial, mais globalement, aller récupérer des datas, automatiser ces process, ça je sais faire. Et demain, c'est comme ça que la plupart des clients, on allait les récupérer. On récupérait les datas, les mails, les SMS. On envoyait des campagnes de mails et de SMS. Les gens étaient intéressés. On faisait un audit comme tu l'as dit, très précis et rapide. Et on essaie de créer une offre parfaite. Et derrière, on commence à travailler avec eux s'ils le veulent. Et tu avais même, du coup, créé quasiment tes propres outils d'envoi d'email. C'était même pas des lemlist, Ouais, etc. Tu as vraiment passé de partie ouais. En limite fait, de zéro. c'est exactement ça. J'ai trouvé un fournisseur de mail très très peu connu et j'ai vu qu'on pouvait brancher des API dessus. Du coup, bah, j'ai automatisé ça. J'ai automatisé ça pour les mails, j'ai automatisé ça pour les SMS. Comme ça, bah, j'avais mes datas et je pouvais passer par ce fournisseur et j'étais pas dépendant de l'Emlist, j'étais pas dépendant de tout ça, j'étais pas dépendant par des warm-up
parce que le mailing, en fait, il y a des moyens d'avoir 90%, 95% de délivrabilité, simple, sans problème. euh, et c'est ça que j'ai utilisé, quoi. Ok, et quand tu dis on, c'est aussi que directement, tu as eu cette vision de dire chacun son métier, moi je suis fort à automatiser, pas à parler à des gens, et donc tu avais pris un ou deux freelances qui Qui faisaient faisait. du coup ces calls de conversion. Ok, C'est ça, c'est ça. Je l'ai formé sur la partie audit. Toute la partie audit était ultra processisée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas sortir du chemin que je voulais avoir pour deux raisons. La première, pour pas partir de partout, mais surtout pour être sûr que ce qu'ils vont vendre, je sais que je vais avoir une belle marge et je sais que le client va être rapidement en top position. Donc il fallait que ce soit super bordé et j'ai fait appel à des freelances qui s'occupaient des audits et de la conversion. ok. Et c'est vrai qu'en termes de marge, vu que tes employés c'est des robots, tu étais sur 70-80% de marge vraiment sur les Ouais, prestats. à peu près, en comptant l'augmentation du PBN dont tu parlais tout à l'heure, donc c'est 80% de marge, tout en créant un actif de nom de domaine qui prend de la valeur également. C'est vrai. Ok, alors du coup, tu sais, les gens me disent, mais alors, mais si c'est si beau son agence et si c'est parfait et qu'il y a de la marge, mais pourquoi il vend? Ça c'est une phrase qui m'énerve. Mais dans ton cas, alors pourquoi tu voulais vendre, Corentin? Et il y a plein de choses qui se disent Ok, ça. Praxitel, au départ, c'était pour tester, voir si ça marchait. Je ne l'avais pas pensé comme être toute ma vie pendant 15 ans ou pendant 20 ans. C'est-à-dire que j'ai voulu le lancer parce que j'avais les compétences là-dedans et ça m'amusait, etc. Après, depuis longtemps, j'ai un autre projet de 100% SaaS qui avait mis un peu de temps à se développer, mais qui date depuis des années. Et on va arriver au bout et je veux partir sur ce nouveau projet qui est mon projet entre guillemets de vie. Et voilà pourquoi j'ai vendu Praxitel. je crois même, si je me rappelle bien du timing à l'époque, tu as lancé Praxitel un peu parce que bah, tu t'embêtais, mais tu étais bloqué, vous avez besoin sur cet autre projet d'autorisation Exactement. spéciale. Tu as dit, je vais pas rien faire. C'est exactement ça. C'est tout Ok, à fait ça. C'est globalement, j'avais le développement de ce SaaS qui amène plein de problèmes. J'étais un peu en période d'attente. Et du coup, mes compétences, j'avais ma boîte qui faisait de l'édition de site. Et bah, go, on va créer Praxitel, cette agence nouvelle version. Et voilà. ok, donc il y a eu Praxitel. Après, il y a eu le fait que ça a commencé à se débloquer. Donc, tu as dit, bon, là, ça serait bien que je sois à 100% sur un seul projet. Donc, tu as commencé à te dire, je vais mettre en vente Praxitel. On a eu, alors du coup, on a eu nos premiers contacts par mail. Euh, ouais, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le process justement de toi, de ton point de vue, même si entre-temps ça a beaucoup évolué sur la Ah, plateforme, complètement. Moi, le timing que j'ai en tête, c'est on s'est contacté au mois de mai. Tu m'as demandé beaucoup de data pour créer quelque chose. Non, mais pour surtout vérifier la véracité de tout ce que je disais, pour surtout vérifier que c'était solide, entre guillemets, ce que j'avais créé. Non, c'est mais c'est vrai vrai, qu'au début, il y a ouais, des il y a mails. eu pas mal d'allers-retours et j'étais, putain, ce Corentin, je sais pas, il y a un truc. Et pourtant, tu es vraiment, honnêtement, un des gars les plus honnêtes avec qui j'ai bossé depuis un an. Donc, vraiment, une fois de plus, ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'au début, limite, c'était trop beau pour être vrai, tu vois. Ouais, et puis je me rappelle d'un mail où Corentin, on a fait les calculs, ça fait pas les chiffres. Les chiffres Ah, que tu nous dis, ça colle pas. Et enfin, ouais, voilà, tu voulais ouais, me, ouais. voilà. Et je me rappelle de cette anecdote. Bah oui, effectivement, Théo, t'as regardé qu'une des deux banques qu'on a. Et j'adore ce. Non, je rigole. C'est moi qui en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc j'avais deux banques et j'avais fourni à Théo que un des deux relevait pour faire les comptes. Et j'avais oublié la deuxième banque. Et c'est pour ça que ça collait pas. Et bref, tout ça pour dire qu'au Mais début, les échanges de mails étaient un peu. ouais, non, mais en fait, bon, c'est clair que nous, notre but, c'est. On est le filtre pour avoir, entre guillemets, au moins éviter 99% des arnaques, entre guillemets. On peut pas, voilà, donc après, on essaie de faire au mieux. Et tu avais du coup une boîte qui était assez jeune, etc. Mais on s'en est sorti, on a eu tous les docs. Et puis même, attends, hein, nous, au début, on savait pas faire des dossiers, hein, faut être honnête. Hein. On faisait comme on pouvait. Bon, au final, il est bien, mais il nous a pris beaucoup de temps par rapport à ce que ça nous prend aujourd'hui. Euh, donc, on,
Donc, on fait ce dossier. Donc, le but, ouais, vas-y, pardon, je t'ai Non, une anecdote. tu m'as permis parce que moi j'étais une boîte et j'étais un peu bordélique. En plus de ça, tu as mis du temps parce que les données que je t'avais, c'était pas ultra bien organisé. Une des grosses lacunes que j'avais sur Praxitel, c'est que C'est j'étais vrai. pas très bien organisé. Je suis pas un très bon gestionnaire sur tout ça. Ouais, et puis tu n'avais pas besoin parce que c'était pas censé être une boîte qui était faite pour être vendue. C'était ton cash flow. Tu faisais, bon, je pense qu'on peut parler de chiffres. Combien tu faisais à l'époque? Au mois d'avril, au mois de mai, on faisait quand même pas mal d'argent et ça dégageait quand même pas mal de cash. Donc ça permettait de bien vivre, on va dire. Ouais, et puis on va pas parler donc forcément trop de chiffres, mais à savoir que tu étais quand même valorisé euh, plutôt comme un SaaS que comme une agence. Aujourd'hui, une agence, ça va être un multiple de son EBE, on va dire de son profit, pour simplifier. Toi, tu avais vraiment du MRR, c'était quasiment automatisé, 100% automatisé, etc. Voilà, on s'est permis de faire une valo qui reflétait un mix des deux. Ça reste une agence, mais ça reste un truc qui tourne, on exagère un peu tout seul, et qui, malgré la jeunesse du projet, se développer vite. Et comme tous les projets de cette taille, on sait que 95% des gens ils vont voir ça en disant non mais ça n'a aucun rapport, vous êtes complètement à côté de la plaque. Et il y a 5% qui vont le voir pour ce que ça vaut vraiment dans leurs mains, en disant ok, moi je suis l'acheteur qui a plein de contacts, mais j'y connais pas forcément grand chose en automatisation et en SEO. Si j'achète ça et que je l'applique à mes clients, j'explose. Donc c'est toujours le discours qu'on a, c'est ok, on fait la valo pour le bon acheteur, pas celui qui vient de regarder une formation sur internet de comment acheter une entreprise, et qui va juste regarder le bilan, le machin. Donc toujours ce truc, on sait que 95% des gens, c'est pas la bonne cible pour des boîtes de cette taille. Voilà, on cible l'acheteur qui peut en faire quelque chose de bien. Donc toi, tu avais une super valo. En plus, je pense que sans rentrer dans les détails, ça s'est vendu à cette valo-là. Donc on était, je pense, tous les deux hyper contents. Et c'est pas souvent le cas, il faut être honnête. Le marché, il n'est pas fou depuis 2 3 ans en France. Voilà, c'est juste que quand il y a le bon dossier avec le bon vendeur, le bon acheteur, malgré les rebondissements dont on parlera tout à l'heure, écoute, ça se fait. Donc, ok, donc on a parlé donc on se rencontre au début, toi et moi, on est bordélique, clairement, on apprend ensemble, on fait un dossier, on le sort. Est-ce que toi, tu te rappelles, parce que quand même, on est en mars et en effet, on parle de mai, le temps que ça se publie, je sais pas, je crois mai-juin, comment ça a été au début les premiers échanges, les premiers acheteurs, est-ce que c'était vite, pas vite? Je sais qu'il y a eu une première phase, après ça s'est calmé, après c'est reparti. Est-ce que tu te rappelles un peu de cette phase de trouver un acheteur? Ouais, globalement, au départ, il y avait une phase où tu me montrais qu'il y avait plein de demandes. Donc, on a eu un peu des premiers échanges. Après, ça s'est un peu calmé et c'est reparti très fort, je dirais mi-août, Ok, de tête. Et mi-août, et c'est là où on est rentré vraiment dans le dur, où mi-août, il y a eu trois personnes vraiment très intéressées. Euh, Trois personnes, un qui voulait aller très vite, sur lequel le feeling c'était un pro qui savait exactement où il allait aller, il avait exactement ce qu'il avait en tête et il voulait aller très vite. Un deuxième qui voulait faire de Praxitel toute sa vie et un troisième qui réfléchissait à aller exporter Praxitel à l'international. Globalement, c'était un peu les trois profils sérieux qui voulaient avancer avec et sur lequel le feeling était pas trop mal. Donc ça, c'était mi-août. On reçoit une première LOI en septembre que je refuse parce que les termes ne me convenaient pas. On attend que le second acheteur ait un feu vert de la banque qu'il obtient en attendant l'info du troisième pour l'internationalisation. Il se fait qu'après des échanges, même tous les trois, parce qu'on on réfléchissait à potentiellement une collaboration à trois pour Praxitel France et pour Praxitel International, il se fait que ça ne s'est pas fait avec la partie internationale et du coup j'ai reçu la LEI du deuxième acheteur et qui est du coup l'acheteur final sur lequel le feeling depuis le premier jour s'est hyper bien passé. Vraiment feeling, il le sait, c'est entre toutes les personnes que j'ai eues en ligne, c'était vraiment sur lequel le feeling était le mieux passé. Donc c'était cool. Il me laissait aussi la possibilité de rester derrière, de rester dans le coin, de pas être, de rester quand même un minimum proche
de ce qui va se passer pour la suite. Donc plutôt vraiment bien, et la LOI, on la reçoit, je dirais, première semaine d'octobre ou deuxième semaine d'octobre. Voilà pour moi, dans Ok. mon mémoire, jusqu'à la LOI commençait. Ouais, je viens de me rappeler de quelques anecdotes sur le côté international, en effet, que j'avais oublié. Praxitel World. Non, non, mais c'est très très bien. Euh, ok, ouais, je me rappelle. Donc, ouais, mais à l'époque, vraiment, on avait vraiment pas beaucoup de membres. Donc, c'était, on allait prospecter, voilà, on a une agence SEO, on allait regarder d'autres agences, on leur parlait. Maintenant, on a moins besoin sur certaines niches parce qu'on a déjà les contacts. Mais en effet, c'est pour ça qu'il y a eu des vagues, je pense. Puis aussi, il y a eu les vacances. Et puis après, quand les gens se sont remotivés, je pense plutôt ouais, fin août. Ok. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, vous vous êtes dit oui et vous avez signé une LOI, en plus au prix, avec des super conditions. Toi, tu disais, il t'a laissé la chance de pouvoir rester. Moi, je dirais, c'est toi qui as quand même, c'est plutôt dans l'autre sens. Pour un acheteur, c'est une chance quand le vendeur dit euh, c'est mon bébé, je veux pas le lâcher, je veux que ça se passe bien, mais qu'il le montre aussi en disant ok, ben, on fait un contrat où je vais être là tant de jours par semaine ou par mois en consulting. Toi, tu as, ce support où tu vas être a priori payé, bien payé, et très content de le faire, mais c'est hyper rassurant et c'est pas tout le temps le cas. Donc je pense que ça, dans le fait que ça aille au bout, ça a dû servir. Ouais, après, il faut être clair. Et demain, moi, la vision que j'ai, c'est le gars, il me rachète, c'est cool. Mais par contre, il me rachète, il faut qu'il gagne de l'argent derrière. C'est-à-dire qu'il investit en ce que j'ai créé et tout. Derrière, il faut qu'il gagne de l'argent. Aujourd'hui, je sais que j'ai des compétences dans l'automatisation et dans le SEO. Et je sais que je peux être potentiellement une valeur supplémentaire dans son développement. Dans la gestion de tous les jours et tout, c'est pas ça. Mais sur des points précis, euh, avoir un œil ou être à dispo, demain pour moi c'est presque une obligation selon ses besoins, parce que comme je t'ai dit, moi je veux qu'il gagne de l'argent avec Praxitel, et de deux, ça reste mes compétences, ça reste le domaine où j'ai passé pas mal de ma vie, donc ça reste intéressant. Et on a trouvé un équilibre où pour le futur ça allait être comme ça, et ça lui convient très bien, il est chez lui, il fait ce qu'il veut, mais moi je suis à côté quand même, j'ai pas mon mot à dire entre guillemets dans l'opérationnel, j'ai pas, mais je reste à proximité et c'est une entente qui convient à tous les deux. Ouais, je pense que c'était vraiment le bon profil d'acheteur parce que, comme on disait tout à l'heure, tu vois, toi, ça, c'est peut-être ses compétences techniques. Lui, il a, on va dire, un gros réseau. Je ne veux pas dire des trucs trop précis, mais du coup, il est déjà dans le milieu du marketing digital. C'est ça. Et donc, il peut appliquer ça. Je pense que c'est aussi très intelligent de sa part de s'être rendu compte que ce deal, il aurait de la valeur que s'il trouve un moyen de toi te motiver à rester d'une manière ou d'une autre investi, parce que c'est pas juste que tu acceptes et que toi tu es sympa et que tu as envie qu'il gagne de l'argent, c'est aussi qu'il le fait d'une manière où il a compris que sans ton support, il se coûte peut-être de quelque chose, et, euh, Oui. et il le fait d'une manière où tu as envie, parce que ça se passe bien, parce que vous entendez bien, parce que tu vois la complémentarité, parce qu'il a sûrement su te parler, su te motiver avec le bon tarif, etc. Et ça, je le dis pour les acheteurs. C'est jamais un dû et on me dit mais comment je suis sûr que le gars il va rester. Bah, t'es pas sûr. Faut que c'est comme quand tu fais un recrutement, comment tu motives la personne à pas seulement juste prendre son salaire mais faire le taf. Et ouais, il faut faire ça jusqu'au bout. Ouais, il a peut-être eu l'intelligence de bien me cerner, de bien voir jusqu'où j'étais prêt à aller, qu'est-ce que je pouvais proposer. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur un deal parfait pour tous les deux. Et en plus, donc c'est vraiment une session totale. Tu as vendu 100% de ta boîte. Donc, on disait, sans rentrer dans les détails, c'est un deal assez classique où tu as un petit peu de crédit vendeur, mais c'est quand même léger. Et lui, il a un apport et il a un crédit. Donc, un C'est mix des exactement trois. ça. C'est exactement ça. Euh, C'est tout le monde ah, s'engage. ouais, exactement. En plus, avec des pourcentages qui sont totalement sains. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Oui, dans ton cas, donc tu avais une boîte qui avait un bilan. Ah non, elle avait même pas encore 2 ans à l'époque. Alors, la boîte, techniquement, Ah oui, a pardon. plusieurs bilans, mais l'activité d'agence, globalement, oui, on avait un bilan. Et donc, forcément, pour avoir un crédit avec ça, c'était plus compliqué. Pourtant, bah, il a eu une partie, mais à savoir que du coup, il y a quand même un gros apport, c'est 2 Oui, pour un en gros. En gros, ouais, il a mis 2, il a eu grosse, un en crédit. ouais, c'est un peu moins, mais oui, globalement, c'est ça. Donc c'est quand même C'est dans ces important à environs. rappeler, voilà, dans les structurations, pas essayer de racheter une boîte qui aurait 1,5 million ou qui n'est pas rentable ou qui globalement comptablement va pas plaire à une banque et se dire je veux 90%
de crédit. Il y a des boîtes qui sont des pépites, mais la banque, elle a aussi ses règles. Et si ça ne rentre pas dans ses Excel, ça ne rentre pas dans ses Excel. Donc, quand on fait ces recherches, moi, j'aime bien me dire, si demain, je vais acheter une grosse boîte avec mon objectif perso, c'est d'utiliser la magie du levier bancaire et du crédit en France, cette chance qu'on a de pouvoir faire des crédits et qu'on nous fasse confiance, etc. Mais si je sais que c'est avec ça que c'est ce jeu que je veux jouer, je dois prendre des boîtes qui, par définition, rentrent dans les clous. Donc 3, 4, 5 bilans, que ça monte. Et ça, c'est un truc qu'il faut commencer à parler à sa banque et comprendre si c'est à ça qu'on a envie de jouer. Ou si on veut acheter une boîte qui fait peut-être 200 000 euros, qui est le gars, il est auto-entrepreneur, etc. C'est peut-être génial, mais dire comment je vais financer, c'est pas forcément la banque qui va le faire, à part si j'amène 60%, par exemple. Ouais, et il y a aussi un mécanisme, globalement, on est deux pour un, et ils ont fait intervenir également la BPI qui vient couvrir à un tiers également. Donc en fait, c'est un d'apport, enfin deux de banque, mais dont un garanti par BPI derrière. Ok. Donc ce qui rassure aussi tout le monde, et à la fois l'acheteur et la banque. Ok. Donc ouais, pour refaire le timing, on s'est dit du coup septembre, mars, ça y est là, c'est enfin fini. Mais ça a mis, même moi j'étais surpris de entre guillemets du temps que ça prend. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui a fait que? Bah, globalement, on est sur une LOI signée en octobre, Ouais, après des accords bancaires qui ont dû évoluer du fait principalement de la conjoncture. Il faut savoir que le gouvernement est tombé quand même, qu'ils ont c'est été vrai. frileux, qu'il y a plein de choses qui sont rentrées en jeu. Il y a Trump qui a été élu. En gros, les accords Vous avez dû bancaires, refaire des papiers qui étaient déjà faits avec la banque parce que ce que tu m'as dit, j'ai trouvé ça incroyable. Le fait qu'il parce y ait eu changement de gouvernement, ça a ouais, changé les en règles fait, jusqu'au niveau des alors crédits. techniquement, je ne sais pas si c'est l'élection de Trump ou le gouvernement, mais c'était dans ces eaux-là. Et la banque me dit que tout ce qui a été mis en cours et qui n'était pas acté, signé en présentiel, donc il faut savoir que dans une démarche d'achat, il y a les études des dossiers, il y a les validations des dossiers, et avant d'aller plus loin, il faut recevoir le protocole signé pour ensuite l'envoyer en commission. Donc même si tu as un accord avant, tant que c'est pas passé par là, sauf que tu peux pas tant que tu n'as pas la vente, enfin tant que tu n'as pas le protocole de cession, quoi. Tant que tu n'as pas ça, la banque peut revenir dessus. Donc nous, on avait un accord, et avec toute la conjoncture, c'est tombé à l'eau, et du coup, on a dû tout refaire de manière différente, où on a un peu joué avec les deux pour un, le crédit vendeur, etc., pour que ça puisse coller aux nouvelles Ouais. consignes et obligations auxquelles la banque doit répondre. Donc, globalement, on a perdu 2 mois, et on se retrouve à avoir un nouveau deal, globalement, début janvier. Et donc, il y a eu en gros octobre, novembre, décembre, où tout le monde a travaillé pour rien, que ce soit les experts comptables, que ce soit nous, que ce soit les banquiers, pour arriver à début janvier, mi-janvier, euh, un vrai deal. Et là, ensuite, on peut enchaîner avec les avocats, les protocoles, les situations comptables, et tout ce qui se passe, la signature à la banque, et on arrive en mars où tout se finalise. Ok, sachant qu'en plus, il n'y a pas eu de renégociation, c'était même pas ça le problème. Dès le En début, la plus, oui. LOI, quand lui, il a fait ses due deal, il n'y a pas eu, j'imagine, d'aller-retour. Il était ok avec tout. Enfin, il n'y a rien qui l'a surpris. Il n'y a pas eu ouais, Non, 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 globalement, ça sur la partie, non, non, c'était OK. Il faut savoir pour tous les vendeurs d'entreprises, surtout, n'arrêtez pas votre activité ou d'acquisition commerciale parce que vous savez jamais ce qui peut arriver. Il faut savoir que pour moi, j'ai eu plusieurs impayés au cours de ces deals. Si j'avais pas arrêté la partie acquisition et si j'avais pas continué, entre ce que j'avais dit au début et ce qui se passe à la fin, c'est pas les mêmes montants. Et là, demain, tu as une renégociation qui est possible. Donc vraiment, Ah ça, oui. c'est ultra important. Je dis pas, c'est pas forcément continuer à la développer au fond, parce que dans ta tête, tu as lâché, donc tu peux pas. Tu peux pas la développer. Enfin, tu peux pas la développer à 100%. Mais il faut la maintenir quand même, et il faut faire en sorte d'être réglo et de quand même continuer une petite croissance. Parce que si t'as pas une petite croissance, bah tu te casses la gueule. Ouais, tu peux avoir du churn, des clients qui partent, c'est la vie du business. Non, c'est un très très bon rappel. Mm. Et en effet, c'est ce que je rappelle toujours, ça met toujours plus de temps que ce qu'on espère. Et faut pas oublier de lâcher le business. Et je pense que c'est quand même une des périodes les plus difficiles. Tu es un pied dedans, un pied dehors, surtout si tu as notre projet à Ah ouais. côté. Tu es en fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Euh, pas idéal. Psychologiquement, c'est très compliqué.
parce que tu es ultra frustré. En plus, avec tout ce qui se passe avec les banques, avec tout prend du temps. Tous les gens, ils prennent du temps. Le greffe, je t'en parle même pas. C'est Tout prend du temps, donc tu es frustré, t'attends. Et là, psychologiquement, c'est pas les périodes les plus simples. Je pense même que c'est limite celles les plus compliquées. C'est un bon rappel. Et nous, dans un petit peu les choses qu'on s'est dites et les idées sur améliorer, toi, tu as justement un excellent avocat qui potentiellement, s'il n'était pas là, ça aurait mis plus de temps. Peut-être qu'on ne sait même pas si ça serait allé au bout. Mais c'est hyper important d'avoir un bon avocat, un bon comptable D'être qui a conseillé, déjà fait ça. d'avoir d'avoir des conseils autour de soi, c'est indispensable. Donc ça fait vraiment partie des learnings. Voilà, comment on source des gens qui l'ont déjà fait, qui le font régulièrement, euh, qui, ouais, qui tiennent le rythme parce que en fait c'est ça, c'est que quand c'était entre toi et moi et qu'on devait trouver des acheteurs, etc., premier ça allait vite. Mais à partir du moment où ça part dans les mains de, comme tu dis, 3, 4 autres intermédiaires extérieurs, il faut vraiment que ce soit des gens qui aient cette même philosophie de comment on trouve des solutions, comme tu disais, et comment on va au bout. Et on n'oublie pas d'envoyer un document pendant 2 semaines, on n'oublie pas de. On est là derrière pour relancer, ça peut tout changer. C'est clair, et des délais, ça va vite. Parce que les banques, c'est long, sauf qu'il manque un papier, il faut un prévisionnel, il faut refaire un prévisionnel. Bah c'est 2 semaines. Si ton conseil il est pas top, ton expert comptable il va te le faire en 2 ou 3 semaines le prévis. Donc tu viens de perdre 3 semaines. Plus la banque, plus t'es hors délai, donc tu dois refaire les choses. C'est c'est sport. Non, c'est clair. Et je pense, voilà, un avocat réactif qui a l'habitude et qui sait qu'il doit être proactif et être un petit peu le chef d'orchestre en plus de toi qui met la pression. Je pense que ça peut vraiment tout changer. Donc, une fois de plus, c'est ce qu'on s'est rendu compte dans des agences. Enfin, tous les deals de toutes les tailles devraient avoir des bonnes personnes autour, mais on veut faire en sorte, nous, d'avoir ce réseau et de se dire, c'est pas le job, comme tu dis, c'est pas le job du vendeur, de toi qui dois gérer ta boîte alors que tu es un peu déjà passé à autre chose, de en plus avoir à stresser avec ça. Donc, comment on fait pour être sûr que voilà, nous, on a des personnes de qualité qui ont l'habitude et en passant par eux, nous, notre rêve, on disait, c'est comment tu passes de normalement 12 mois pour vendre une boîte à OK, 6 mois, ça suffit, c'est déjà bien assez entre je décide de la vendre à j'ai eu un Elle est dossier, vendue. ça a été en ligne, j'ai eu des acheteurs, voilà, et j'ai reçu l'argent parce que c'est pareil. Enfin, vous avez tout était bon, on va dire tu me disais mi-janvier, et si je ne m'abuse, l'argent est presque sur ton compte, mais toujours pas. Globalement, c'est ça, parce que derrière, tu as encore des délais. Tu as des délais, comme je disais, du greffe. Après, on trouve quelque chose qui s'appelle les CARPA. Et donc, tu tombes aussi sur les délais de ça. En gros, c'est des comptes séquestres pour vérifier que tout le monde répond bien aux exigences et à leurs obligations. Et tout est long. Tout est long. Toujours, tout est long. Et je te dirais même encore un plus, c'est avoir des conseils intéressants, mais c'est aussi avoir un acheteur qui est cool et d'avoir un binôme vendeur-acheteur qui est Ouais, sain, qui va dans le même ouais, sens, très bien. parce que c'est quand même ultra. Enfin, signer des LOI au départ, au mois d'octobre, j'avais pas conscience de tout ce que ça allait avoir impliqué et que le choix de quel LOI signer, c'est quand même ultra important pour les 6 mois marathon qui arrivent, quoi. Je pense que c'est un super feedback et je te propose qu'on garde ça en tête et qu'on s'arrête là-dessus. Tu nous as déjà vraiment bien partagé tout, toute cette histoire. C'était hyper intéressant. Déjà, c'était bravo pour avoir créé une boîte pareille. Bravo à l'acheteur, a priori, qui sait dans quoi il s'engage et puis il a l'intelligence de le faire un peu avec toi. Ouais, et puis lui, son but, c'est vraiment de faire passer Praxitel à l'étape au-dessus, quoi. Le but, c'est vraiment de grandir et de scaler de manière rapide, et il est staffé pour, il organise tout pour, donc ça va être une belle C'est ça. aventure. Toi, tu étais bon pour le 0 à 1 et je pense que lui, c'est peut-être un gars de 1 à 10 et Ouais, c'est aussi ça. Moi, je prêche acheter une boîte au lieu d'en créer une. Tu économises les X années de galère. Tu passes de 99% de taux d'échec à normalement 1% maximum de taux d'échec quand tu achètes une boîte. Si tu as les moyens, si quelqu'un est dans cette position de déjà avoir fait des choses qui permettent de dire allez, je vais voir la banque, je vais acheter une boîte, je gagne 5 ans, allez-y. Voilà, moi je ferai plus
plus de boîte de zéro, je pense. C'est beaucoup de galères. C'est clair. En tout cas, merci encore beaucoup à Corentin, Théo. merci à toi de la transparence. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément un podcast classique où on peut tout partager, mais je pense que vraiment super feedback sur la réalité de ce que c'est de vendre une boîte. Les trucs positifs, négatifs, le temps que ça met, être prêt. Et ça fait vraiment plaisir, une fois de plus. Merci à toi vraiment d'avoir été notre bêta-testeur. On évolue. Je te montrerai tout à l'heure des petites nouveautés. Et voilà, une fois de plus, merci de ton honnêteté, de ta patience et de ta transparence aujourd'hui avec le podcast. Et bah, pas de souci, et merci à toi pour tout ce que tu as fait, et c'est top, et j'espère que tu vas tout défoncer aussi. Et bien, on est parti pour. Merci Corentin. Bonne journée à toi. Ciao. Ciao.